propose, c'est donc une deuxième escale dans notre voyage aussi. C'est une autre forme de voyage, Pachacamac, démarré ce matin. Le titre est derrière, s'affiche ici derrière sur cet écran, l'innovation au service de l'humain. Oui, après l'économie de la connaissance, on s'arrête sur cette question fondamentale. Un sujet parfait pour notre deuxième expert. C'est aussi mon voisin, professeur, écrivain, philosophe. Rudy Hernout est aussi économiste en chef, on le disait en démarrage, à la Commission européenne sur les thématiques d'innovation précisément. Bienvenue d'abord à Rudy. Merci beaucoup. Et puis à nos côtés, eh bien cinq voix. Alors 5 plus une personne que vous avez vue ce matin, c'est Laurent, mais qui est venu en soutien. On va tout vous expliquer tout à l'heure pour accompagner Jamal. Voilà. Mais d'abord quelques mots, Rudy, avant de présenter les différents projets, les différentes structures, les différentes startups sur ce sujet, l'innovation au service de l'humain. Ça paraît évident pourtant qu'elle doit être au service de l'humain. Sinon, au service de qui? Voilà. Donc c'est tellement évident. Mais d'abord, je voudrais quand même dire deux petites remarques sur ce qu'on vient d'entendre d'abord. Parce que, comme vous dites, je suis philosophe, personne n'est parfait. Mais Nietzsche disait, on a la musique pour ne pas succomber à la vérité. Je pense qu'on a une bonne illustration de ça. Et une deuxième remarque, c'est sur site. Parce que Laurent fait un bon truc avec site. On dit tout, site, c'est société innovation. Hein. Et puis le D, on ne sait pas maintenant si c'est développement durable. Nous, c'était durable, hein, Laurent. Maintenant, avec Nicolas, c'est développement. Mais l'idée du site, c'était aussi de faire quelque chose à partir de la France. Donc, c'est en français, mais international. C'est pour ça que ça s'appelle site. Et si en anglais parle de site, il parle de capital d'amorçage, site. Donc, c'était un peu le but. Et puis, finalement, avant que je dise un mot sur l'innovation, on est ici sur Ludilab. Ludilab. Il faut que je prononce bien, sinon je dis Rudilab, c'est pas le but. Ludilab, c'est le homo ludens, hein? C'est l'homme qui joue. Et je pense que c'est effectivement ce qui nous manque un peu aujourd'hui. Parce que quand on joue, c'est pas sérieux, hein? Il faut être sérieux. Et qui joue beaucoup, c'est les enfants. Et une fois que les enfants vont à l'école, ils arrêtent de jouer. Et finalement, jouer égale créativité, égale esprit d'entreprendre. Et donc, je trouve que l'enseignement tue beaucoup l'esprit d'entreprendre. Donc, la seule chose qu'on demande de l'enseignement, ce n'est pas tuer la créativité qui existe dans les enfants. Donc, je trouve ça génial d'avoir un Ludilab ici. Donc, vraiment, félicitations, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et maintenant, c'est l'innovation. Donc, maintenant, je ne parle plus des problèmes, des choses positives. Choses positives, la crise Covid. C'est pas Covid qui est positif, bien sûr, mais c'est la crise. Pourquoi? Crise, en grec, ça veut dire crisis. Ça veut dire prendre des décisions, prendre des opportunités. Et je pense effectivement qu'avec la crise, il y a plein d'opportunités. C'est pas uniquement qu'on les prend, mais on les a. Regarde ce qui change. On a parlé déjà aujourd'hui de changement de paradigme. On a la digitalisation. Hein. Tout le monde en parle, mais maintenant on le fait. Moi, je vois mes collègues profs, si on a dit il y a 2 ans, tu vas donner des cours en face d'un écran, maintenant ils le font tous. On ne sait même pas s'il y a des étudiants de l'autre côté. Donc, il y a la législation qui change. Il y a aussi le concept de santé, parce que la santé, on a vu une toute petite micro-grain de sable, casse tous les systèmes. Capitaliste, système de santé. On est tous là avec le masque. C'est quand même incroyable. Il y a 6 mois, on a dit, c'est quoi ce type avec ce masque? C'était un Chinois qui avait un masque. Hein. Maintenant, on n'a plus ça. Donc, ça change la santé. L'environnement, et Jean-Stone a parlé de l'environnement. Moi, je préfère parler de l'environnement que du climat. Parce que le climat, je partage un peu son scepticisme, mais l'environnement, il y a des choses à faire. Mais tout ça fait qu'il y a des opportunités à prendre, parce que tout c'est des obstacles. Et si on regarde, on va tout à l'heure tous ces projets. Moi, j'aime bien la définition de Machiavel sur qu'est-ce que c'est l'entreprendre. L'entrepreneur, c'est celui qui fait la différence entre un obstacle et une opportunité, mais il est capable de tous les deux le tourner en son avantage. Et tous les projets qu'on voit, vous pouvez tous déjà penser la présentation de votre projet à partir d'un obstacle. Vous avez rencontré quelque chose qui ne marche pas, et vous dites, tiens, moi je vais m'y mettre. Et c'est comme ça qu'on a les entreprises et tous les projets que Laurent gère ici, c'est tous des projets qui arrivent à trouver une solution à un problème. Et c'est ça qui est commun. Donc je trouve ça très bien que les gens ont toutes ces opportunités et qu'on les utilise. Je pourrais encore parler une demi-heure, mais c'est pas le but. Hein. Non, on pourrait, mais bon, on va garder un petit peu de temps quand même pour présenter les 5 projets. Donc 5 projets LMQS comme la maison qui switch. C'est Marilyn, André, ici présente. Nous découvrirons Cambox avec Jean-Pierre Pied-Noir. Jean-Marc. Mais oui, parce que en fait, on a parlé tout à l'heure Jean-Marc, et puis sur ma fiche, j'ai marqué Jean-Pierre, donc ça va pas du tout, donc je modifie. Donc c'est Jean-Marc, et comme ça, on aura bien en tête son prénom.
C'est bien vu. Hein. On continue avec Life Signature qui nous sera expliqué par Jamal accompagné de Laurent. Kuntu, c'est le projet dont nous allons parler avec Fabrice Bellois. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais, un truc comme ça. Et enfin, Procop Medicals, on le dit à la française aussi. Les deux sont possibles avec Samuel Plumjo. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Elle a un micro en main. Je vous propose, Rudy, qu'on commence avec notre représentante féminine de la table ronde, Marilyn, et le projet La Maison qui Switch. On parle de coworking, mais de quoi s'agit-il exactement ? Merci. D'abord, je vais réagir juste à ce que disait Rudy tout à l'heure sur le monde de l'éducation et le fait de prendre le temps ou laisser le temps aux enfants de jouer pour faire émerger leur créativité. Et en fait, La Maison qui Switch, c'est un peu né de ce constat-là, c'est que les idées, la créativité naissent dans un cadre propice à l'émergence d'idées. Et donc moi, cette idée de La Maison qui Switch, je vais la décrire tout à l'heure, mais cette idée, elle est née lorsque je me trouvais sous la véranda, face au jardin, à la maison, à Grand-Champ-des-Fontaines, et là où je me trouvais le mieux concentrée, et là où j'étais juste, on va dire, au plein de mon potentiel d'idées, justement. Donc La Maison qui Switch, c'est une plateforme de coworking à domicile qui propose des lieux de travail et de réseau pour tous, en zone rurale et périurbaine, à proximité de chez soi. Donc le principe, c'est que quand on est un actif domicilié en zone rurale et périurbaine, dans une maison, qu'on aime son lieu de vie, qu'on y travaille au moins 2 jours semaine, qu'on aime recevoir, qu'on est plutôt une personne de lien, de réseau digital et surtout de réseau physique, eh bien on peut ouvrir sa maison à la location d'espaces coworking. Donc espace ouvert, ça peut être la table de séjour qui se transforme en espace coworking 4 personnes. Cette salle, elle peut switcher en atelier, salle de réunion, formation, d'équipe ou atelier animé par un indépendant pour recevoir ses clients. Dans une maison qui switch, on dispose aussi forcément d'un bureau fermé pour y passer ses appels téléphoniques, parce que lorsqu'on est coworker, on souhaite disposer d'un espace pour passer ses appels téléphoniques, donc ce bureau fermé a cette destination, et on peut louer ce bureau pour y recevoir ses clients, ou servir de bureau de passage, simplement lorsqu'on est itinérant sur les routes françaises et qu'on cherche un lieu simplement pour se poser, prendre un café, être accueilli et disposer d'un espace de concentration pour se poser. Aujourd'hui, on n'en dispose pas suffisamment. Aujourd'hui, il y a une maison qui switch, qui existe. Le but, c'est d'en avoir un peu partout. Exactement. Aujourd'hui, donc, il y a la maison de Grand-Champ-des-Fontaines qui fonctionne depuis début 2019. On a suffisamment d'éléments, de preuves de concept, de retours, d'opportunités par rapport à ce qui s'est passé cette année. Moi, c'est à la limite, j'avais cette vision de l'explosion du télétravail, mais à 5 ans. J'avais cette vision que les entreprises, un jour, allaient transformer la semaine de travail en 4 jours de télétravail et 1 journée au bureau. Et j'anticipais absolument pas que ça allait se passer fin 2019 avec les grèves associées aux réformes contre la retraite, associées à la retraite. Et cette année, le confinement qui a fait changer justement les esprits chez les dirigeants. Donc une maison qui va se déployer sur d'autres maisons, parce que là on lance un appel à candidature pour l'ouverture de autre maison en novembre. On a déjà une maison qu'on a sélectionnée pour Saint-Julien-de-Concelles, une autre maison au Palais. Donc on est sur une zone pour l'instant autour de Nantes pour démontrer que proposer des maisons en zone périurbaine peut être une vraie solution pour désengorger les axes aux abords des agglomérations, pour libérer du temps chez les actifs domiciliés sur les territoires qui dépendent trop souvent de la métropole de proximité. Donc c'est du temps, c'est du lien social dont on a pâti, disons, cette année. On s'est rendu compte quand même pendant le confinement qu'on a manqué de lien, du lien social. Et puis la troisième chose, c'est la liberté, c'est-à-dire la liberté de disposer de ces temps de vie qui nous correspondent finalement dans notre mode de fonctionnement. Parce que la question des temps de vie, elle est cruciale, l'équilibre de vie professionnelle et personnelle est crucial.
J'ai été confrontée à cette question comme tout le monde. Quand on est maman, quand on est conjoint, quand on est entrepreneur, quand on est salarié, quand on a des temps de trajet qui peuvent atteindre 2 heures à 3 heures par jour pour aller rejoindre son lieu de travail. Finalement, sur une année de vie, il y a une étude qui a été faite, sur une année de vie, on peut passer 10 ans, si on cumule jour et nuit, on peut passer 10 ans à travailler et 1 année pour s'y rendre. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très clair. Un petit mot, Rudy, sur ce projet de la maison qui switch? Oui, mais c'est un très bon exemple d'une opportunité de la crise Covid aussi. Oui. Parce qu'effectivement, avec la crise Covid, j'espère qu'on va tous se poser la question, c'est quoi le sens du travail? C'est quoi le sens d'aller métro, boulot, dodo? À quoi ça sert d'être en route, 10% de son temps, pour arriver à un bureau où finalement, on fait rien de plus de ce qu'on peut faire à la maison ou dans votre projet. Donc je pense que vraiment c'est de nouveau un switch qu'on va voir au sens propre, un switch du paradigme, dire mais pourquoi un travail? Et comme on dit ce matin aussi Jean, je pense que la génération Z va davantage se poser la question pourquoi je travaille et pour quelle entreprise je veux travailler. Donc c'est des projets vraiment du temps et je suis sûr que ça marcherait. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on poursuive. Il y a peut-être un lien d'ailleurs entre vos deux projets. Je ne sais pas. J'ai peut-être pas bien compris, mais on va tout de suite le savoir et le vérifier avec Fabrice Bellois et le projet Kuntu. Kuntu est parti de multiples constats qui se sont... avec le Covid a été un très grand révélateur des constats que Kuntu avait établis depuis sa création en 2017, qui sont les suivants. Aujourd'hui, il y a une part importante de notre population qui n'a pas Internet, parce que Internet est encore considéré comme une option au sein de l'habitat, comme une option qui se paye quand même à partir du 13e mois, parce que bien souvent les 12 premiers mois sont promotionnels, une quarantaine d'euros pour l'Internet, très haut débit, le téléphone illimité et l'audiovisuel. Et nous avions déjà ce postulat avant le Covid qui était de dire que l'Internet, c'est le 4e fluide de la maison. La box doit faire partie des murs, de l'immobilier, et n'est plus une option. Imaginez, lorsque vous prenez une maison, que vous ayez une option, le compteur électrique ou le compteur d'eau. Ça nous semble complètement inimaginable depuis fort longtemps. Je pense que la crise du Covid a révélé qu'on ne peut plus se passer d'Internet. Ça, c'est un constat. Le deuxième constat, c'est que nous avons en France de l'appartement résidentiel collectif. Donc nous avons un parc de bailleurs sociaux qui regroupe à peu près 5 à 6 millions de logements. Nous avons de la promotion immobilière, nous avons des résidences étudiantes, nous avons des hôtels, nous avons des EHPAD, etc., etc. Et nous avons élaboré plusieurs segments de marché par rapport à chacune de ces domaines, par rapport à chacun de ces domaines, sachant que chez nous, le segment de marché historique, c'est le logement social. Pourquoi le logement social? Parce que ce que je viens de décrire en termes de constat est beaucoup plus criant. Il y a quelques mois, j'ai eu le patron d'un bailleur social qui se trouve du côté de Mâcon, qui me disait comme ça, écoutez, monsieur Bellois, je gère 20 000 logements. Eh bien, figurez-vous que sur mes 20 000 familles, il y en a un tiers qui n'a pas Internet parce que c'est trop cher. Donc aujourd'hui, à notre époque, post-Covid, ça nous semble complètement inimaginable. D'autant plus que les bailleurs sociaux se rendent compte que pendant le confinement, un grand nombre d'enfants de leurs locataires ont décroché au niveau scolaire parce qu'ils n'avaient pas Internet. Et fort de ça, on a élaboré une offre, bon, avant le Covid évidemment, mais qui se révèle aujourd'hui, les bailleurs reviennent vers nous, et une offre qui propose un Internet très haut débit, qui propose le téléphone illimité vers toutes les destinations en France, mobile, fixe et vers 50 pays internationaux, ainsi qu'une plateforme multiplicative qui permet aux résidents de mieux vivre ensemble. C'est-à-dire, ils ont toute l'offre audiovisuelle sur leur plateforme qui est multi-écran, entre la télévision, qui est encore le premier écran chez les bailleurs sociaux, dans les habitats sociaux, le smartphone, la tablette et l'ordinateur. Et les fonctionnalités que nous proposons nous avons comme objectif, on va dire, le mieux vivre ensemble. Donc cette plateforme, non seulement autorise tout ce que je viens de décrire en termes de loisirs, d'entertainment, mais également
en termes de dématérialisation des échanges entre le gestionnaire d'immeubles ou le bailleur social et les résidents. Propose aussi une plateforme d'optimisation des flux pour l'habitant. Alors, les flux, qu'est-ce que c'est? C'est l'électricité, c'est le chauffage, c'est tout ce qu'on consomme au jour le jour. Cette plateforme propose aussi un lien vers une seconde plateforme de télémédecine pour l'aide au maintien à domicile et également des services entre les résidents. Alors, les services entre les résidents, ça peut paraître très classique parce qu'il y a beaucoup de petites startups qui proposent seulement juste ce petit créneau. Mais nous avons élaboré cette plateforme, enfin ce service particulier avec un algorithme très particulier qui, en vue de pousser les gens à avoir très rapidement des contacts entre eux, parce qu'il y a une autre problématique, et là je me focus vraiment sur les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux ont une problématique dans leur résidence et groupe immobilier, c'est qu'ils sont confrontés quotidiennement à de l'insécurité, de la violence, de la dégradation de leur patrimoine. Pourquoi? Parce que les gens vivent dans des grands ensembles, ils se méconnaissent, ce sont des grands ensembles où il y a, on va dire, des mélanges, je veux dire, multiculturels, et les gens ont besoin de se connaître, découvrir la culture de l'autre. Et par notre approche de pousser les gens par se rendre service, eh bien, ça va diminuer non seulement l'insécurité, mais également l'atteinte au patrimoine des bailleurs. Nous faisons partie de plusieurs structures, notamment la Smart Building Association, qui fait son université d'été quand nous n'étions pas au Covid, tous les ans à Lyon. Et un jour, comme ça, j'ai animé, à l'université d'été, j'ai animé un amphithéâtre où il y avait pas mal de bailleurs sociaux. Et en fait, on demandait aux bailleurs sociaux, mais qu'attendez-vous du numérique? Quelles seraient vos attentes? Qu'est-ce qui vous est rapporté? Et en fait, ils ont répondu point par point aux problématiques, au pluriel, que nous avions, auxquelles nous répondions par notre service. Voilà. Donc ça tombe bien, vous avez été visionnaire sur cette histoire-là. Je ne sais pas, nous répondrons à un besoin en tout cas. Un vrai besoin. Et donc l'offre, pour finir, par rapport aux 40 €, etc., tout ce que je viens de décrire, c'est nous proposons ça au foyer à 9,90 € TTC chaque mois par appartement. Donc tout ce que vous avez décrit là, 9,90 € TTC par mois. Absolument. Juste un dernier mot, très court, sur Kuntu. Pourquoi Kuntu? Pourquoi le nom Kuntu? Oui. Juste le nom. En fait, Kuntu s'écrit avec un Q. Avant, ça s'écrivait avec un K. Maintenant, on pourrait faire plein de jeux de mots, mais on en fait grâce, c'est pas la place. Nous voulions un mot qui avait une consonance japonaise. Je ne sais pas pourquoi, ça devait être la mode. Alors Kento, Kenzo, tout ça s'était pris. Et puis on a trouvé, tiens, Kuntu avec un K. Et puis on a tenté de déposer la marque et on s'est fait rattraper par la patrouille en la personne de venteprivée.com, qui avait déposé un nom qui ressemblait vaguement. Bref, l'INPI leur a donné raison, il nous a donné tort. Et donc vous avez mis un Q. Donc nous étions un cas, nous sommes devenus... Voilà, très bien, merci. Voilà. C'était le petit point sémantique. Rudy, un regard sur Kuntu et cette offre à moins de 10 €, tout compris. Sur Kuntu, d'abord, c'est ce qu'il faut. Hein. Et je dois dire, je dois féliciter Fabrice qu'il fait bien. Mais vous n'êtes pas le seul parce que maintenant, donc, tout ce qui est smart building, ou ce qu'on appelle aussi PropTech, donc on a FinTech, maintenant le nouveau mot c'est PropTech, Property and Technology. On a aujourd'hui 2800 startups en Europe qui font que des trucs pour rendre les bâtiments plus intelligents et donner accès. Alors, deuxième chose, je n'ai pas parlé beaucoup sur l'Europe, mais sur l'Europe, il y a deux priorités pour les 6 années à venir, c'est l'environnement et c'est le digital. C'est justement ces projets-là. Et le montant qu'on est maintenant en train de négocier avec le Parlement et avec le Conseil, il s'agit de 2800 milliards. Vous avez une idée combien de zéros ça fait? Ça fait beaucoup trop de zéros pour moi. Ça fait beaucoup. Ça fait 12% de PIB de l'Europe. Est-ce que c'est beaucoup? Vous savez combien le grand plan Marshall dans le temps, combien de pourcents c'était? 1,5. Ah ouais, c'est énorme. Donc c'est des masses énormes. Et donc la priorité c'est digital, digital, digital. Et donc des projets comme ça, c'est vraiment ce que l'Europe cherche. Donc faisons de bonnes choses ensemble. Merci. Oui, il y a une rencontre à prévoir, un rendez-vous à caler. Merci. Alors, ce que je vous propose, on a l'image et on va justement parler caméra embarquée. Alors, évidemment, la référence qu'on peut avoir en tête, c'est un concurrent aujourd'hui pour Cambox, mais Jean-Marc va tout nous expliquer. C'est pas une GoPro, en tout cas, c'est Made in France, mais ça y ressemble en mieux.
Bonjour à tous, Jean-Marc Piednoir, je suis le fondateur donc, de Cambox et notamment donc l'inventeur de la Cambox. Alors la Cambox, c'est quoi? C'est une caméra embarquée révolutionnaire. Alors pourquoi une caméra embarquée? L'histoire est belle. En 2011, je décide d'arrêter de jouer au football et mes copains me demandent ce que je vais faire comme sport. Et je dis je vais reprendre l'équitation et tout le monde me rigole au nez en disant l'équitation n'est pas un sport. Et donc là, ça m'a piqué un peu au vif. Et je me suis dit pourquoi ils disent ça, certainement par méconnaissance. Et donc du coup, j'ai cherché une solution pour dire bah tiens, c'est vrai qu'on ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe quand on est à cheval? Comment on peut retranscrire les émotions quand on est à cheval? Et d'où l'idée de la caméra embarquée. Et donc l'usage des caméras de type GoPro. Donc en 2012, pendant une année, je vais tester différents types de caméras. D'ailleurs, on m'a presque pris pour un fou, puisque à un moment donné, j'ai fait des tests au galop à cheval avec des gros masques de ski, avec une caméra intégrée. Donc les gens ils disent celui-là il est pas bien. Et tout simplement pour voir la qualité vidéo et voir les interactions, les manipulations et autres. Et au bout d'un an, donc je me suis arrêté sur 2 choix de caméras, et notamment les fameuses caméras de type GoPro. Et j'ai proposé de les prêter gratuitement à mes amis cavaliers. Je dis bien gratuitement. Et ça a duré 1 an où j'ai essuyé systématiquement des refus. Et ce refus aujourd'hui, c'est le tableau des objections en fait. C'est trop gros, c'est trop lourd, j'ai peur de tomber avec. Mais des choses encore plus subjectives, hein, c'est j'ai peur qu'on se moque de moi, qu'on me montre du doigt, puisque les caméras sont extrêmement visibles. Oui. Et là, je me suis dit c'est pas possible, il y a quand même un problème, et ça m'a mis 1 an. Et un peu comme toi tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un jour, je me suis assis sur ma terrasse et j'ai eu l'idée de cette Cambox. Alors la Cambox, c'est quoi? Avant de commencer, ça va être facile avec un oui, micro. Alors on peut soutenir peut-être Jean-Marc. Alors le principe de la GoPro, vous connaissez les fameuses caméras de type embarquées qui habituellement viennent se fixer en fait sur le haut du casque ou sur le côté. Eh bien en fait ici, elle ne se voit pas, mais ici il y a une caméra embarquée. Alors cette caméra embarquée, elle est extrêmement intégrée. Il suffit simplement de soulever la visière. Et vous allez voir donc l'intégration parfaite de la caméra. Donc la caméra Cambox, en clair c'est ça. Donc c'est une caméra au format horizontal qui vue du dessus a une forme de boomerang et qui vient en fait épouser la forme arrondie du front de l'utilisateur et qui permet donc une intégration parfaite soit à l'intérieur d'un casque ou sous une visière d'une casquette. Absolument, tout à l'heure au piano. Une casquette. Hein. Voilà. Alors, l'intérêt de la Cambox, c'est effectivement, on a 5 avantages inédits. D'ailleurs, heureusement, parce qu'en fait, depuis son lancement en 2013, le lancement officiel de la Cambox, forcément, on était un peu en retard au niveau technologique, mais on a eu la chance d'avoir toujours 5 arguments, 5 points forts inédits, qui sont l'aspect sécuritaire du produit, l'aspect de l'ergonomie, la discrétion, la légèreté et le design. Et ça nous a permis de vendre quand même jusqu'alors 20 000 unités de caméras. Et donc essentiellement aussi à l'export. Hein, on fait 70% du chiffre d'affaires à l'export. Et aujourd'hui, on franchit une énorme étape avec notre 4e génération de caméras qui est made in France, donc entièrement conçue depuis 3 ans. Donc c'est un virage qu'on a pris il y a 3 ans, le retour de la fabrication de certains composants, de l'ensemble des composants électroniques sur la France. Voilà, donc entièrement made in France. Et dans la présentation de ce matin, on parlait de l'impression 3D. Oui. L'impression 3D chez nous, c'est un projet de R&D en 2014. Et aujourd'hui, l'ensemble de nos pièces plastiques, au lieu d'envoyer un moule en fabrication en Chine et de rapatrier les pièces, l'ensemble de ces pièces sont faites aujourd'hui chez nous. Nous avons une ferme de 30 imprimantes 3D qui fonctionnent au quotidien et qui nous permettent de fabriquer et cette ferme, elle est placée où? Comment? Elle est où cette ferme? Alors, c'est chez nous, hein, ça s'appelle une ferme, mais c'est dans un local. Donc nous sommes basés à Haute-Goulaine, au sud-est de Nantes, voilà, dans le vignoble nantais. Excellent. Tu as droit de réflexion encore? Ah ben évidemment, c'est bien parce que maintenant Rudy me devance, donc c'est encore mieux. Première chose, c'est un bon exemple que c'est un obstacle qu'on a rencontré qui était la base d'une opportunité. Donc chaque fois, je pense c'est bien ce truc. Mais la deuxième chose, elle peut être un peu plus polémique, made in France. Et je trouve effectivement que les Européens, ils ont trop peur de dire made in France. Et je pense aussi que le Covid doit faire un peu changement. Est-ce que c'est normal que
Nous, on achète nos produits en Chine pour vraiment l'avoir ici. Est-ce que c'est normal que nos textiles sont partis en Chine pour maintenant qu'on achète ça? Est-ce que c'est normal? Je donne un exemple. Vous connaissez tous ceux qui sont venus en Belgique, vous allez manger les croquettes crevettes ou les tomates crevettes. Les crevettes sont pêchées en stand, puis transportées en Maroc pour être pelées et nettoyées, et reviennent en stand pour être consumées. Je veux donner 1000 exemples comme ça. Il est temps qu'on arrête ces conneries et qu'on dit, voilà, on est ici en Europe, on va faire notre industrie en Europe, et donc je plaide que même ceux qui sont partis en Chine, on les fait revenir, ce qu'on appelle le reshoring. Et si je peux rebondir, je vais vous donner un exemple concret lié au Covid. Pendant le Covid, effectivement, on a été impacté, déjà d'un point de vue commercial au niveau des ventes, puisqu'on est dans le domaine du sport, mais au-delà de ça, par nos fournisseurs. Nos imprimantes 3D, en fait, c'est une marque polonaise. Et en fait, on a découvert que les filaments étaient fabriqués en Chine. On ne le savait pas. Et il y a eu une rupture de stock. Impossible d'avoir des filaments, donc impossible de fabriquer des pièces plastiques. On avait besoin, pendant la crise, de continuer à fabriquer, même si on ne vendait plus de caméras. On s'est lancé dans la fabrication de visières pour le monde médical et on s'est retrouvé en rupture de stock. Et là, on s'est rapproché donc d'un fabricant qu'on a découvert par hasard et qui s'appelle Armor 3D. Qui est une entreprise connue, mais on ne savait pas qu'ils fabriquaient du filament, et juste à côté de chez nous, juste à côté, oui. Sur la périphérie nantaise, au Sorinière. Et depuis, donc, on a changé de fournisseur et on travaille avec Armor 3D. C'est un bon exemple Belle de ce qu'on histoire. fait durable. C'est pour ça le D, c'est le D durable. Hein, le Et CID. oui, le CID. Durable et développement. Justement, on a parlé du monde médical. On vient d'évoquer ce monde médical et il y en a deux représentants qui vont nous permettre d'ouvrir un chapitre santé. On va commencer, oui, avec vous. Que je ne dise pas de bêtises, c'est Samuel Plumegeau pour Procop. Procop Medicals. Et là, on parle de cœur et de prothèses cardiaques. Tout à fait. Tout à fait. Donc Procop Medical, c'est une société qu'on a créée avec mes deux associés il y a 2 ans, avec pour objectif de développer une prothèse cardiaque. Et une prothèse cardiaque totale. Alors on parle de prothèse cardiaque totale puisque l'ensemble de la prothèse est implantée. Donc, elle n'a aucune liaison avec le milieu extérieur. Cette prothèse, elle va permettre d'apporter une solution à des patients qui sont atteints d'insuffisance cardiaque, et principalement d'insuffisance cardiaque sévère. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est une pathologie qui est marquée par une dégradation des fonctions cardiaques, donc des fonctions du cœur, une fonction de pompage sanguin. Et dans son stade terminal, eh bien, les 2 ventricules du cœur sont défaillants. Donc le cœur ne pompe plus du tout le sang et n'alimente plus les différents organes de l'organisme. Dans ce stade, la seule solution qui est offerte aux patients, c'est une greffe. Donc c'est le remplacement du cœur par un cœur sain. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a très peu de greffons disponibles. C'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui que 5% des patients vont recevoir réellement une greffe. Et malheureusement, pour le reste des patients, eh bien, il n'y a pas d'issue. Donc une des solutions pour ces patients, eh bien, c'est l'utilisation d'une prothèse cardiaque. Aujourd'hui, il y a un dispositif majeur qui est présent sur le marché, qui est un dispositif américain, qui a été développé il y a une 30aine d'années, mais qui est très contraignant pour le patient, donc qui est composé de 2 ventricules artificiels qui sont implantés à la place de l'organe, et puis d'une console de gestion externe qui est encombrante et bruyante, et surtout qui oblige le patient à rester dans un cadre médicalisé. Il y a un deuxième dispositif qui va arriver sur le marché dans les années à venir, qui est un dispositif français, qui est Carmat, le cœur Carmat, qui apporte une solution qui est plus intéressante vis-à-vis du patient, puisque l'ensemble des fonctions l'ensemble des dispositifs de fonctionnement de la prothèse sont implantés, si ce n'est la batterie qui reste externe. Nous, on exploite une innovation technologique, donc on a breveté, et qui propose différents avantages. Le premier avantage, c'est qu'on a une solution qui est compacte et légère, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir permettre d'implanter un maximum de morphologies. On a tous des morphologies différentes, et pour implanter une prothèse, eh bien, il faut qu'il y ait suffisamment d'espace à l'intérieur de la cage thoracique. Et donc notre solution est compacte et permet de toucher un maximum de patients, donc non seulement les hommes corpulents, mais également les femmes, et également les enfants. Et puis le deuxième avantage, qui est l'avantage principal, c'est que notre solution, elle est très économe en énergie, c'est-à-dire qu'elle nécessite peu d'énergie pour son fonctionnement. Et donc elle permet d'implanter une batterie à l'intérieur du corps qui va alimenter cette prothèse et donc de supprimer les liaisons transcutanées, donc les liaisons entre le dispositif implanté et une éventuelle alimentation externe. Et ça, premier avantage, donc ça apporte du confort au patient, puisque le patient n'est relié à aucune machinerie externe. Et puis, l'avantage principal, c'est que ça supprime tout risque d'infection.
Aujourd'hui, la première cause d'échec des implantations de prothèses, eh bien, c'est les infections qui sont vectorisées par ce câble percutané. Et donc notre solution supprime complètement cette problématique. Cette prothèse, elle va avoir plusieurs fonctions. La première, c'est d'assurer le pompage sanguin. Deuxième fonction, elle va permettre de s'adapter aux besoins du patient. Un cœur naturel, eh bien, il adapte son fonctionnement en fonction de l'effort qu'on va produire. Donc là, on est assis, on a un rythme cardiaque qui est relativement faible. Si on fait un effort, le rythme cardiaque va naturellement s'accélérer. Eh bien, notre solution, elle intègre une instrumentation qui va analyser les besoins du patient et qui va adapter son fonctionnement de manière à réguler le débit sanguin nécessaire. Et puis la troisième fonction, eh bien, c'est de communiquer. C'est-à-dire que la prothèse va être capable de communiquer avec l'extérieur sur son fonctionnement propre, donc de pouvoir détecter d'éventuelles défaillances, et puis sur l'état du patient lui-même. Donc c'est une solution qu'on a développée déjà depuis quelques années. On a créé la société il y a 2 ans. Notre ambition, c'est d'avoir un prototype final à l'horizon de 5 ans. Ce prototype, il sera utilisé pour des essais précliniques d'abord, puis ensuite des essais cliniques. Donc c'est un dispositif médical qui touche à un organe vital et donc qui est très contraint réglementairement, évidemment. On imagine, oui. Donc il y a une phase d'essai clinique qui est très lourde avant sa mise sur le marché et donc on envisage, nous, une mise sur le marché du dispositif à l'horizon de 10 ans. 10 ans. Oui. Juste un mot, pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi se lancer dans cette aventure-là? Alors, on a, nous, dans l'équipe de Procop, on est des ingénieurs, donc on aime la technologie. On s'est intéressé à ces technologies par nos parcours professionnels respectifs, qui nous ont amenés à développer cette innovation. Et puis c'est surtout le fruit d'une rencontre avec le service de chirurgie thoracique de l'hôpital de Nantes, le service du professeur Roussel, qui est un des services qui est le plus à la pointe en France et en Europe sur les implantations de prothèses et qui est tous les jours confronté à des problématiques avec les dispositifs existants et qui est très heureux de nous apporter leurs contraintes et de nous accompagner dans ce projet. Merci beaucoup, super intéressant ça aussi, Rudy. Encore l'obstacle qui crée l'opportunité. Ah oui, l'obstacle. Hop là, ça je l'ai piqué. Et aussi, tout à fait, innovation au service de l'humain, c'est un bon exemple. Mais c'est aussi un bon exemple, si je peux me permettre de parler de notre problème qu'on a en Europe, c'est que ces projets sont fantastiques. Et puis en Europe, on a plein d'argent, je l'ai expliqué, pour financer la recherche et le développement. Et une fois que ce projet devient grand, je ne connais pas exactement les chiffres de ton projet, mais on a besoin de 10 millions, 15 millions, 20 millions, parce que c'est des projets énormes. Et là, il n'y a plus personne. Et on voit, et c'est un chiffre pour ceux qui ne sont pas déprimés, vous le serez maintenant, dans toutes les entreprises qu'on finance au début, qui vraiment marchent bien et qui deviennent ce qu'on appelle des scale-ups, qu'on devient de très grands, 45% quittent l'Europe. Et pour une raison, parce qu'ils ne trouvent pas l'argent qu'il faut. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a développé des programmes maintenant pour financer les scale-up qui marchent maintenant, mais bon, ça prend quand même du temps et ça reste un grand problème. En tout cas, félicitations. Merci. Et c'est vrai ce qu'il a dit des gens de Nantes, c'est des gens vraiment top au niveau de clinique, je les ai vus aussi. Oui, sur la chirurgie cardiaque. Merci beaucoup. On fera bien sûr un dernier tour d'horizon tout à l'heure pour savoir où vous en êtes et quels sont vos besoins dans les 6 mois pour rester fidèle à ce qu'on a pu faire sur la première table ronde. Mais d'abord, eh bien, il nous reste à parler de Life Signature avec Jamal Aïssa. De quoi s'agit-il? De détecter, d'identifier, d'enregistrer par la reconnaissance de signatures électromagnétiques des substances ou micro-organismes. Moi, je ne comprends pas, voilà. Donc il faut m'expliquer. Je vais essayer d'expliquer cela. Moi, je viens d'un autre monde. Alors, on va mettre le micro bien près. Voilà. Moi, je suis pharmacologue d'abord de formation, biologiste, chercheur scientifique. Et nous lançons un projet porté par une équipe pluridisciplinaire, des ingénieurs, des biologistes, concernant cette structure Life Signature qui est destinée à poursuivre et à optimiser le développement et l'exploitation des produits issus des travaux de recherche du docteur Jacques Benveniste, donc le père de Laurent Benveniste. Bien évidemment, donc la société DigiBio créée par Jacques Benveniste et Laurent, partie prenante de ce projet, en apportant l'histoire. Moi, j'ai pas eu le temps de faire toute l'historique. Voilà. Et en apportant l'histoire, le savoir-faire, et en mettant à disposition de Life Signature des brevets. Alors, Life Signature a pour ambition d'être la référence, sans être
du diagnostic par reconnaissance de signature électromagnétique permettant de développer des dispositifs pour la détection, l'identification, l'enregistrement et voire la transmission de ce signal moléculaire d'une activité biologique. Quand je parle d'activité biologique, on parle de molécules biologiquement actives, par exemple des médicaments ou des complexes moléculaires tels que des bactéries ou des virus, et également des substances toxiques. Alors je veux dire par là que c'est grâce à un ordinateur équipé d'une carte son et d'un capteur électromagnétique de base très, très sensible qui est connecté à l'ordinateur. Alors cette détection devient possible, c'est-à-dire sans prélèvement physique. Donc on n'a pas à manipuler ni bactéries ni virus. Simplement par enregistrement d'un signal électromagnétique qui est matérialisé par un fichier informatique et qui leur soit propre et qui renferme leur effet biologique propre. Et là, ça ouvre toutes les possibilités de l'informatique parce qu'on peut traiter l'information. Mais l'information à la base, c'est du son, c'est de l'image, c'est quoi? Quand je parle de molécules, par exemple, je prends un bronchodilatateur ou un médicament, si on le met sur un capteur, c'est comme si vous enregistrez votre voix sur un capteur et la molécule émet un signal et qu'on peut amplifier et enregistrer sur un ordinateur. C'est du point wave. Vous avez par exemple l'aspirine point wave sur votre ordinateur. C'est un fichier. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là... Prenez bien le micro parce que sinon on va pas vous entendre. Nous avions, bien entendu, développé plusieurs modèles expérimentaux et plusieurs protocoles, des études de recherche pharmacologique pour révéler l'activité de ces médicaments. Et voilà. Et le système biologique a été beaucoup plus simplifié parce que nous avons développé des systèmes beaucoup plus complexes, notamment sur des cœurs isolés de cobayes ou d'ora. Là, le système est beaucoup plus simplifié. Et là, nous avons mis au point une méthode sensible et assez fiable qui permet de différencier le signal d'un antigène, c'est-à-dire d'une bactérie. Donc pourquoi bactérie? Parce que c'est la bactérie c'est la favorite des biologistes, c'est la bactérie de laboratoire. Et donc notre technologie permet de capter et d'enregistrer le signal numérique de cette bactérie. Et après, détecter cette bactérie, c'est en appliquant le signal de cette bactérie, non pas la bactérie physique, mais son signal numérique spécifique sur un système biologique sensible, notamment sur des billes de latex, un kit de détection dans le commerce, et qui portent des anticorps anti-Escherichia coli, c'est-à-dire qu'ils vont diriger. Ah, pardon. Ah, mais c'est mieux. Ah, ben voilà. Ces anticorps anti-Escherichia coli qui vont se diriger vers ces bactéries pour la neutraliser. Oui. Alors là, nous sommes bien d'accord. Donc là, on applique le signal numérique. C'est du bactérie.wave. C'est pas de la physique, c'est pas de la bactérie physique. Nous sommes bien d'accord. Ah oui, on est super d'accord. Et ce système, d'agglutination, et ce système est peut-être, pas peut-être, il est capable d'être influencé par ce signal électromagnétique. D'accord. Et les expériences montrent que ce signal est bien spécifique parce que un signal qui provenant d'une autre espèce bactérienne, par exemple staphylocoque ou streptocoque, est sans effet. Donc la révolution, c'est la façon d'identifier
Absolument. choses, c'est ça. Voilà. Ah bah, Donc, il n'est plus nécessaire, par exemple, d'ensemencer des bactéries et attendre la pousse des cultures à 48 heures, à 72 heures. C'est instantané. D'où le nom de signature. Signature. Ok, voilà. très bien. Et bon, pour les avantages, je peux citer 4. Il y en a tellement. Déjà, c'est la spécificité, sensibilité, la rapidité du test, et notamment moins cher. Il y a des coûts oui, forcément. faibles. Il n'y a pas besoin de consommables. Voilà. Donc, Live Signature. Vous souhaitiez compléter, Laurent, sur justement ce sinon, projet. je viens aux applications, parce qu'il faut que ça sert à quelque chose. Bah oui, bien sûr. Oui. Alors, il est probable que des champs d'application non prévisibles actuellement se révéleront au fur et à mesure de la progression dans nos travaux de recherche. Mais nous pouvons d'ores et déjà envisager d'intéresser les secteurs, par exemple de l'agriculture, de traitement de l'eau, l'analyse bactériologique, des eaux potables, des eaux usées, de baignade. On peut intéresser les secteurs liés à la protection de l'environnement. On pense aux fabricants des pesticides, des herbicides, des engrais, des herbants. On peut remplacer ces produits par leur fréquence électromagnétique. Et on peut, vous voyez, appliquer la signature électromagnétique de ces produits directement dans l'eau d'irrigation. Et notamment, surtout, l'agroalimentaire, pour la sécurité et l'amélioration des produits alimentaires. Par exemple, détection de contamination bactérienne dans les denrées alimentaires auxquelles doit faire face l'industrie agroalimentaire. Moi, je pense à salmonelle, listeria. Que des noms voilà, sympas. salmonelle, c'est celui des principales causes de l'intoxication alimentaire. On pense aussi à un norovirus dans le domaine de l'ostréiculture, etc. Donc du concret, de l'application concrète Voilà. pour différents secteurs. Merci beaucoup. Est-ce qu'on complète avec Laurent ou est-ce que Rudy nous... Ah, j'espère que je n'ai pas coupé Jamal trop vite. Non, ça va. Pas grand-chose à ajouter. Juste ce que je voudrais dire, c'est que ça traduit bien ce projet. Ce que je disais ce matin, c'est-à-dire de l'innovation de rupture issue d'acteurs qui hier fonctionnaient de manière très isolée, en l'occurrence les physiciens et les biologistes. Et à partir du moment où ils se rapprochent, ça génère une révolution. En l'occurrence, c'est une révolution importante, donc c'est un changement de paradigme très lourd, donc qui suscite quelques frottements, parce que les biologistes, surtout les médecins, n'ont pas l'habitude de considérer qu'il peut se passer quelque chose en dessous des molécules. Et les physiciens quantiques leur rient au nez en disant, écoutez, la molécule, c'est quelque chose d'énorme, donc, et l'essentiel du vivant peut s'expliquer effectivement à partir de l'inframoléculaire. Mais quand même, les promesses de ce projet sont immenses. Il y a eu une controverse scientifique au moment où tout ça a été sorti. Donc, en gros, c'est de dire que ça ne peut pas exister parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça fonctionne comme ça. En gros, je résume. Mais la promesse, c'est de pouvoir détecter en temps réel des éléments exogènes dans l'eau, dans l'air, par exemple. Et puis, un sujet qui peut être d'actualité, c'est de pouvoir imaginer détecter en temps réel la présence d'un virus, par exemple. Par exemple, ce qui peut avoir une certaine utilité. Éventuellement. Ce que je peux ajouter, c'est que toutes les équipes qui ont travaillé sur le sujet, moi qui suis plutôt sceptique de nature, même s'il s'agit d'un champ de recherche très proche, je voyais effectivement une certaine opposition à l'émergence de tout ça. Ce que je vois, c'est que historiquement, c'est Laborie qui validait, Josephson, prix Nobel de physique, Luc Montagnier, puis Jamal a travaillé avec Luc Montagnier, et aujourd'hui, il y a des centaines de publications dans le monde qui montrent la réalité de ces phénomènes. Le tout, c'est d'arriver à s'en saisir en Europe pour faire de sorte que un axe de déploiement, au départ, l'équipe autour de Boris Seffron, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, donc et Jamal, donc, qui est associé. L'idée, c'est de travailler d'abord sur des choses qui ne mangeaient pas de pain, c'est-à-dire travailler sur l'agriculture, même s'il y a un enjeu énorme. Hein, c'est-à-dire, par exemple, imaginer trouver des substituts au glyphosate, par exemple, à travers des ondes émises. Voilà, les enjeux sont absolument fabuleux. La sagesse de l'équipe, c'est de dire d'abord, on actualise la technologie, parce que tout ça est issu de recherches qui avaient été faites avec un matériel qui aujourd'hui date un peu. Avec cette actualisation, on arrive à des choses beaucoup plus reproductibles, performantes.
et ensuite de développer des applications. Mais il y a un gros potentiel, en tout cas, on le pressent. Absolument. Rudy. C'est justement le problème qu'il y a un grand potentiel, parce que le fait qu'il y a un grand potentiel, et je pense que c'est aussi ce qui est arrivé à Jacques Benveniste, ça veut dire aussi qu'il y a un grand potentiel d'enlever un marché à quelqu'un d'autre. Et donc ça veut dire dans tous ces secteurs, il y a quand même beaucoup de gens qui vont perdre si ça marche. Et justement, des gens qui maintenant gagnent beaucoup. Par exemple, des gens qui vendraient des trucs qui commencent par un G. Par exemple, ou par exemple dans le domaine des pharmaceutiques, il y a beaucoup de gens, et donc là on ne parle pas des millions, on parle des milliards. Et donc effectivement, ce que fait Germain et son équipe, c'est génial, mais c'est disruptif, et donc ça prend du temps, il y a beaucoup de lois de résistance pour arriver, donc c'est un projet génial, mais ça prend du temps, il faut aussi voir dans quelle mesure, je vais citer le mot lobby, dans quelle mesure le lobby peut bloquer un tel projet ou pas, et ça c'est la grande question. Si justement nous sommes intéressés un peu au domaine de l'agriculture, l'agroalimentaire, non pas de la santé. Justement pour éviter, mais là, Absolument. dans l'agriculture, on a aussi des grands noms des usines que tout le monde connaît qui font des chiffres d'affaires assez faramineux. Hein. Oui. Merci beaucoup. Je n'ai pas mon téléphone. Est-ce que l'heure nous permet de faire un dernier petit tour d'horizon? C'est génial. On a le temps de vous demander à chacune, où vous en êtes et quels sont vos besoins aujourd'hui, le principal objet de vos occupations pour les 6 prochains mois. Alors, je regarde Jean-Marc. Allez, Jean-Marc. Alors, une petite rétrospective. On peut en profiter peut-être pour lancer une petite vidéo en arrière-plan, ça gênera pas. Et puis, ça permettra comme ça aussi de montrer un petit peu les dernières images de notre dernier produit CAMBOX V4. Donc on en est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a lancé le produit en 2013. 2013, on a donc bien sûr déposé un brevet qu'on a obtenu pour les États-Unis, Australie et France et Europe, bien entendu. Nous avons continué notre développement essentiellement aussi à l'export, comme je l'ai dit tout à l'heure. On réalise plus de 20% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, ce qui a donné lieu à la création d'une filiale l'année dernière. Et depuis novembre dernier, nous avons envoyé en mission VIE une Française en Australie, à Sydney. On réalise à peu près plus de 80% de nos ventes par Internet. Et cette présence sur trois créneaux horaires de 8 heures nous permet d'avoir une assistance clientèle 24 heures sur 24. Donc un Parisien qui a posé une question à minuit ou à 2 heures du matin, c'est Victor aux États-Unis qui répondra. Voilà. Donc on a réalisé en 2019 un peu plus de 4000 caméras vendues. On a dépassé notre premier million d'euros de chiffre d'affaires. Bon, bien sûr, on avait d'autres ambitions pour cette année, mais voilà, on a tous appuyé, je pense, sur le bouton pause. L'objectif, c'est de faire à peu près la même chose que l'année dernière et puis d'accélérer dès maintenant pour être prêt sur 2021. Donc, on a de grosses perspectives de développement avec ce nouveau produit V4, CAMBOX V4. Et donc, on recherche 4 millions d'euros afin de renforcer nos équipes de recherche et développement pour des développements logiciels, développer nos ventes à l'export, bien entendu, et la notoriété de la marque avec la communication et le marketing. Voilà, donc l'objectif, effectivement, c'est de lever 4 millions d'euros prochainement. Merci beaucoup. On continue à se promener. Enfin, se promener, c'est peut-être pas le mot sur la moto. Même question pour la maison qui switch. Oui, eh bien, notre actualité, là, c'est qu'on vient d'entrer chez un accélérateur qui s'appelle ADN Booster pour les 6 prochains mois. Et donc, l'objectif, c'est de déployer le plan de croissance de nos maisons. Donc, là, on passe la 2e ou la 3e. Donc, l'appel à candidature, je disais, va donner l'ouverture de prochaines maisons en novembre. L'objectif, c'est 20 maisons ouvertes autour de Nantes début janvier. Une centaine de maisons à 200 maisons, oui, 200 maisons plutôt dans l'année prochaine, 1000 en 3 ans pour contourner chaque grande agglomération en France et la couverture du territoire en 10 ans si on y arrive. Évidemment. Voilà, on va y arriver justement. L'Europe, dit Rudy. Hein. Et l'Europe, pas de problème, tout le monde parle anglais chez nous, il n'y a pas de souci. Voilà. Super, merci. Donc l'objectif, aujourd'hui on a l'équipe pour construire le réseau des maisons. Maintenant, il nous manque des développeurs commerciaux pour soutenir à la réussite de ces lieux sur le terrain. Donc,
force commerciale sur le terrain et une force commerciale également pour développer les partenariats, l'animation d'ateliers au sein des maisons. On a également besoin d'une version une deuxième version de plateforme qui correspond exactement au concept tel qu'il existe et qu'il a été testé depuis une année, qui fonctionne avec une première version V0, disons. Donc on a besoin de 200 000 €. Merci Marilyn. Merci. Jamal, un petit point d'étape sur le projet des 6 prochains mois. Moi, je suis un chercheur pur. Moi, je donne la parole à Laurent Benveniste pour tout ce qui est... voilà, besoin concret, je suis un technicien de laboratoire. Je suis déçu, je pensais que tu avais intégré l'ingénierie financière du projet dans le détail près, mais c'est Boris qui le présente, donc je peux effectivement me substituer à lui. La plupart des projets d'ailleurs lèvent suivant un schéma séquentiel. L'idée étant que les premiers investisseurs bénéficient de conditions plus favorables que ceux qui viennent juste après, mais suivant un schéma très organisé qui permet par exemple aux investisseurs qui rentrent dans Live Signature de faire x2 en matière de valorisation de leur investissement lorsque le financement plus important interviendra à horizon 18 mois. Donc là, le besoin il est de 600 000 €. Il y a plusieurs investisseurs. L'objectif de l'équipe, c'est de diversifier les sources de financement, parce qu'il y a quand même un très bel écosystème, il faut le dire, autour du projet. Il y a d'ailleurs un investisseur qui voulait tout prendre, l'équipe a refusé. Donc ça, c'est un problème de riche, mais c'est quelque chose effectivement qui n'arrive pas souvent sur ces projets. L'objectif, c'est des tickets maximum de 50-100 000 € pour faire de sorte que ces 50-100 000 € valent 2 fois plus, donc 18 mois après. Ça permet de faire quoi, ce qu'a dit Jamal, c'est-à-dire mettre en place le laboratoire, actualiser donc l'ensemble des données, actualiser et développer de nouveaux brevets et se préparer à déployer des applications dont on a vu qu'elles étaient gigantesques. Super, et là, merci. nous avons 6 brevets qu'on a apportés pour la Live Signature. Il y a un comité scientifique, il faut en parler, et stratégique, qui est composé je peux le nommer. Donc il y a un professeur qui s'appelle Jean Marsac, c'est le plus jeune professeur de médecine en France, et c'est l'ancien patron de la recherche et développement de Sanofi. Il y a le docteur Pierre Dorfman, qui est directeur scientifique et médical, donc qui a dirigé plusieurs labos et start-up en France et en Europe. Nous avons aussi le docteur Dominique Hérault, qui est médecin, qui préside plusieurs associations médicales, et Scott Young, donc tu peux le présenter, Laurent. Oui, qui était associé du principal groupe mondial conseil en fusion-acquisition dans le domaine des biotech, donc c'est objectivement un très beau réseau. Oui, effectivement. C'est pas pour autant que le projet est totalement financé, donc il est à la recherche encore d'investisseurs pour se déployer pleinement sur un enjeu important. C'est important de le dire aujourd'hui. Merci Laurent. Oui, Samuel, on a parlé de l'horizon à 10 ans. Les 6 prochains mois, c'est quoi l'objectif? Alors, l'actualité de Procop, c'est la finalisation d'une preuve de concept, donc qui est le résultat d'un gros travail de simulation et puis d'un travail expérimental en laboratoire sur banc d'essai. La prochaine étape sur l'année prochaine, c'est la conception, la réalisation d'un premier prototype simplifié. Simplifié puisqu'il aura le niveau de performance du dispositif final, mais il ne sera ni communicant, ni régulé, ni biocompatible. Donc c'est une première étape de validation technologique. Et il aura également le design du dispositif final, on travaille actuellement avec nos chirurgiens à l'établissement du design du prototype, avec 2 objectifs: le rendre au maximum compatible avec toutes les morphologies, et puis faciliter le travail d'implantation chirurgicale. Et donc pour cette première étape, on boucle une première étape de financement à hauteur de 340 000 €. Donc on accueille nos premiers investisseurs, puisque jusqu'ici le projet a été quasi intégralement financé par ses fondateurs. On a bouclé à peu près 30 à 40% de la première étape, et ensuite il y aura 2 étapes successives de financement: 2 millions d'euros fin 2021 et 4 millions d'euros mi-2023, et l'ensemble de ces financements vont couvrir l'intégralité du plan de développement du prototype définitif. Super. Juste un mot, un détail, on n'a pas parlé de la durée de vie de la prothèse. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu prématuré pour donner une durée de vie. Aujourd'hui, les prothèses cardiaques sont principalement des bridge to transplant, c'est-à-dire qu'elles permettent de rendre un patient disponible à un greffon. C'est-à-dire que pour qu'une greffe soit possible, il faut qu'un patient ait besoin d'un greffon, et il faut que le greffon compatible soit disponible au même moment, ce qui réduit considérablement la fenêtre de tir.
Et donc l'intérêt de la prothèse, eh bien, c'est de mettre le patient, de garder le patient à disposition du greffon qui va être disponible. Donc c'est quelques semaines, quelques mois. Mais notre ambition, elle est de développer une prothèse qui va avoir un aspect maintenable et qui va permettre de la faire durer dans le temps. D'accord. Merci pour cette précision. On termine avec Kuntu, le projet des prochains mois, plan de travail. Oui, des tout prochains mois. Pardon. Des tout prochains mois, parce que là, nous sommes en phase de signature de projets assez importants dans les semaines à venir. Et aujourd'hui, nous avons notre solution en termes de briques technologiques ne nous appartient pas en totalité. Nous avons un partenaire, mais il s'avère que si nous avions notre propre brique technologique que propose ce partenaire, nous aurions davantage de main libre en termes de conquête de marché, au pluriel, et notamment pour des niveaux de coûts. C'est-à-dire que cette brique technologique, pour nous, serait une très grande économie. Et c'est quoi cette brique technologique? C'est le cœur de réseau. Donc ça représente un investissement, le cœur de réseau pur, de l'ordre de 500 000 euros. Et donc ça, c'est une première chose. Les deux gros projets que nous allons signer prochainement, que nous devrions signer, enfin, je ne vois pas de bois autour de moi, mais vous avez beaucoup de peau de singe. Je vous remercie. Je le dis pour tout va bien. C'est une ville de l'agglomération rennaise qui est entièrement câblée, comme le sont diverses autres villes de cette agglomération, et c'est des bailleurs sociaux dans le Grand Est pour lequel nous allons commencer à déployer un pilote, mais un pilote qui fait quand même près de 1300 logements. Et donc pour nous, c'est même plus un pilote, c'est un projet à part entière. Mais pour eux, c'est un pilote parce que il y a 250 000 logements qui nous attendent à l'issue de ce pilote. Okay. Donc 250 000 logements pour nous, ça représente bon an, mal an, à peu près entre 2 et 3 ans d'exercice dans les hypothèses que nous avions au départ. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite. Donc il va falloir que nous sachions répondre à cette demande. Donc en fait, c'est quelque part, nous avons un besoin de financement qui va être un besoin de financement de crise de croissance, ni plus ni moins. Et nos besoins dans les 6 mois, c'est exactement ça, c'est en 2 parties. Nous avons lissé les besoins qui sont de 600 kg là, maintenant, tout de suite, et 600 kg également au printemps 2020. Super. Et je pense qu'avec ces 1,2 million, nous saurons ensuite nous autofinancer pour le reste des exercices de Kuntu. Merci beaucoup Fabrice. Le mot de la fin, il est pour Rudy, de la fin de cette table ronde, parce que bien sûr ensuite on prend un petit peu de temps. Merci Cécile, on a vu des projets innovateurs fantastiques, même la première table ronde. Et donc on sait aussi des statistiques, des projets comme ça, qui sont souvent des projets très très ambitieux, mais que quand ils sont bien encadrés, et c'est ça aussi le but du site, le taux de réussite est très élevé. Donc moi je voudrais faire un appel et en même temps remercier ceux qui rendent ce projet possible, pas uniquement Laurent et son équipe et les entrepreneurs eux-mêmes, mais aussi les investisseurs. Parce que si on ne trouve pas de l'argent, ce projet ne décolle pas, ce qu'on appelle le value of debt. Il y a beaucoup de projets qui ne voient pas le jour, qui ne peuvent pas développer, justement parce que l'argent n'est pas là. Et tous les autres paramètres sont bien, même malgré le prix de maintenant. Donc je voudrais aussi remercier les investisseurs qui peut-être peuvent avoir un bon grand value, mais qui prennent aussi cet risque. Donc c'est un appel aux investisseurs de dire, hop, ce projet-là, on y va. Et c'est aussi un peu une boule de neige. Quand il y a des investisseurs qui se mettent, il y a d'autres qui suivent. Oui. Et donc, on a besoin de pionniers. Et ici, je pense qu'on peut avoir des pionniers. Merci beaucoup.